Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Elles semblent de plus en plus ensemble et se concertent mieux que par le passé. C'est du moins ce que l'on peut se permettre de dire au regard de l'image que dégagent les forces politiques de Bénin se réclamant de l'opposition au régime du président Patrice Talon. Les démocrates, la nouvelle force nationale, la FCBE, la Force Cori pour un Bénin émergent et le mouvement populaire de libération travaillent visiblement en bonne intelligence pour conquérir le pouvoir en 2026. Sortie médiatique, concertations diverses, hyperactivisme sur les réseaux sociaux, les opposants s'offrent toutes les opportunités possibles pour prouver leur résistance dans la République et le contre-pouvoir qu'ils constituent. Dans cet élan de synergie d'action, parvient-il à mieux appréhender les problèmes qui se posent aux Béninois et Béninoises? Comment s'y prennent-ils réellement ces partis politiques de l'opposition pour assumer leur statut d'opposants? Proposent-ils des alternatives crédibles aux populations? Les questions sont là et méritent d'être posées. Dans ce numéro de Zone Franche, nous parlerons par ailleurs de la rencontre entre la délégation de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et les partis politiques, dont ceux de l'opposition, l'actualité nationale, dont l'affaire Frère Ronvi qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le code électoral et bien d'autres questions de développement dans le pays, notamment l'éducation, puisque c'est la rentrée, actualité oblige. C'est avec Espérance Tébé du Parti Mouvement Populaire de Libération. Monsieur Tébé, bonjour. Bonjour, monsieur Aounou. Merci d'accepter notre invitation. Je ne serai pas seul à vous poser des questions sur cette émission. Éric Guédenon, mon collègue, m'accompagnera pour cette émission. Éric, bonjour. Bonjour Franck Aounou, Espérance Tébé, bonjour et merci d'être avec nous dans Zone Franche. Franck l'a rappelé, nous avons un volet éducation sur la liste des sujets, mais avant, comment les enfants de vos militants ont démarré la rentrée scolaire? Merci monsieur Guédenon. Et je salue à l'entame les téléspectateurs de Canal Bénin, Canal 3 Bénin. Je voudrais aussi, permettez-moi également de vous saluer, vous aussi, monsieur Guédenon et monsieur Aounou, deux journalistes jeunes et pétris de beaucoup de talent que j'ai beaucoup de plaisir à suivre, même Merci. Si entre acteurs politiques et journalistes, ce n'est pas toujours le parfait amour. Je salue votre talent et je vous souhaite une belle suite de carrière dans votre métier. Merci, Président. Pour revenir à votre question, la rentrée de des enfants, de nos militants, s'est effectuée avec beaucoup de difficultés, beaucoup de douleurs, comme la plupart des enfants du Bénin en ces temps si durs au Bénin. Comme d'ailleurs celle de vos enfants, je préjuge. Et c'est peut-être vous qui me démentirez si elle a été facile pour vous. Mais pour nos militants, ce n'est pas facile. Il y a des enfants qui sont retournés à l'école une semaine après, qui n'ont pas encore de fourniture, etc. Nous essayons de gérer au quotidien les difficultés. C'est ça la réalité du peuple béninois par ces temps qui courent. Qu'est-ce que vous mettez? Ça n'a pas été facile. Rien n'a été facile. D'ailleurs, pour préparer une rentrée, il faut s'y prendre très tôt. Qu'est-ce qui n'a pas été facile? Dites-nous de quoi vous parlez réellement. Oui, il faut s'y prendre tôt. Vous pouvez mettre même, on peut vous donner 1 an pour le préparer. Dès lors que les conditions ne sont pas bonnes, vous ne réussirez pas à bien la faire. Je pense que ce dont je parle des Béninois, de ce que les Béninoises et Béninois vivent en ce moment, ils le savent, à moins de faire semblant ou de faire abstraction de la réalité. Mais la plupart des Béninois ont effectué une rentrée difficile, mais nous y sommes, on essaye de faire avec. Mais est-ce qu'il y a eu une rentrée au cours de laquelle on a entendu des parents d'élèves dire: écoutez, tout est bon, tout va pour le mieux, on a acheté les cahiers, on a acheté tout. Il y a toujours des plaintes, non? Ce n'est pas seulement en 2024 que cela se pose. Oui, écoutez, monsieur Franck, c'est vrai ce que vous dites. Il y a toujours des plaintes. Mais si elles deviennent redondantes et abondantes, vous convenez avec moi qu'il y a lieu de s'y attarder et de le dire. Voilà, si
nous autres qui sommes en contact avec les militants et autres, nos concitoyennes et concitoyens du Bénin profond, qui, généralement les rentrées passées, nous recevons des sollicitations, nous savons les sollicitations que nous recevons. Si aujourd'hui on en reçoit beaucoup plus, vous convenez avec moi que il faut en parler, il faut mettre un point particulier là-dessus. Je sais que vous savez ce dont je parle, mais c'est la réalité de notre Bénin actuel et nous vivons avec. On espère que les choses vont changer d'ici. C'est notre prière et c'est ce à quoi l'opposition entière s'attelle à continuer à demander au gouvernement de trouver des voies et moyens pour rendre plus souple le quotidien du Béninois lambda. Allez, Président, il y a une délégation de la CEDEAO qui rencontre les partis politiques, qui ouvre un cadre d'échange avec les acteurs politiques. D'abord, quelle appréciation faites-vous de cette démarche ? Oui, bon, il faut dire que cette démarche s'inscrit dans l'ordre habituel et normal de fonctionnement des instances de la CEDEAO, notamment la commission de la CEDEAO, qui, avant les élections, fait des visites, après les élections, fait des recommandations aux parties prenantes, et en l'espèce, c'est une visite qui vient faire le point au niveau des recommandations qui ont été effectuées aux dernières élections, notamment les élections de 2021 et 2023, les recommandations qui ont été faites par la CEDEAO à toutes les parties prenantes. Les partis politiques, les instances qui organisent les élections et le gouvernement également. Alors, quelles sont ces recommandations ? Bon, il faut dire que la plupart des recommandations pour la CEDEAO, vous savez, cette institution régionale qui s'occupe de la stabilité, de la paix et de l'intégration économique de la sous-région, met un point d'honneur sur l'organisation paisible des élections dans la sous-région. Et à ce titre, les recommandations suite, vous connaissez les élections que nous avons vécues au Bénin, 2019, avec ces problèmes, 2020, 2021 et 2023 à côté de nous, ces élections qui se sont soldées par beaucoup de problèmes, des gens qui se sont retrouvés en prison. On a eu des détenus, des enfants qui se sont retrouvés en prison, des acteurs politiques, etc. Donc, après tout ça, la CEDEAO faisant le point fait beaucoup de recommandations au niveau de chaque structure pour que les choses s'améliorent. Et dans ce cadre, également, il y a des recommandations d'ordre général demandant de faire participer également plus les femmes aux élections, le positionnement de la gente féminine pour ces élections, les dispositions à prendre par les institutions en charge de l'organisation pour maintenir la paix, pour crédibiliser le processus d'abord et maintenir la paix, prévenir les conflits et également le mécanisme pour le règlement de ces conflits. C'est en gros ces choses pour lesquelles ils sont venus voir le niveau d'avancement, qu'est-ce que les partis politiques, pour ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour ça. Et nous avons saisi l'occasion au niveau de l'opposition de les recevoir ensemble. Comme M. Aounou l'a dit tantôt, l'opposition essaye désormais, à l'écoute des populations, de renforcer la cohésion et l'unité d'action afin de pouvoir nous donner plus de chances. C'est difficile pour vous de vous mettre ensemble ? Il faut essayer. Faut pas. Je ne ferai pas la langue de bois pour vous dire qu'au Bénin, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de se mettre ensemble pour travailler. Et donc, pour l'opposition ou pour tous les acteurs politiques? Pour tous les Béninois d'abord, je veux dire. Et donc, plus encore pour les politiques où les intérêts parfois peuvent s'entrechoquer, peuvent être divergents. C'est lié à notre façon de faire la politique ou à notre culture? D'abord à notre culture et après plus encore à la politique chez nous. Ça, je serai honnête pour le dire de cette façon. Donc, l'opposition au Bénin, de plus en plus, nous essayons de taire nos divergences internes pour nous retrouver autour de l'essentiel
à l'écoute surtout des populations, des travailleurs, des différentes couches socio-professionnelles pour une synergie d'action. Et c'est dans ce sens que nous avons reçu la délégation de la CEDEAO ensemble, comme vous l'avez dit, évoqué tantôt, afin de leur exprimer les préoccupations qui sont les nôtres en ce moment, nos craintes. Vous savez que en avril dernier, en mars dernier plus précisément, l'Assemblée nationale a voté une loi portant modification du code électoral. Il s'agit de la loi 2024-13 qui complète et modifie celle de 2020. C'est vrai que dans nos heures de discussion, on reviendra en détail sur ce sujet. Okay. Mais déjà, beaucoup ont associé cette rencontre de la CEDEAO à la lettre que Boni Yayi avait adressée à l'institution sous-régionale. Est-ce que c'est réel? Les discussions que vous avez eues nous permettent-elles aujourd'hui d'affirmer cela? Non, je peux vous répondre franchement non, pas du tout. S'il s'agit d'une mission statutaire dans des instances de la CEDEAO dans nos pays. Non, ce n'est pas lié. Les choses ne sont pas liées. Ils sont venus dans le cadre du suivi des recommandations faites dans le cadre de l'organisation des élections passées. Voilà. Alors, par rapport à ces recommandations, oui. Quel est désormais, disons, le rôle que les partis politiques doivent jouer pour que nous ayons dans notre pays des élections bien organisées, des élections apaisées? Oui, et c'est de ça que je parlais tantôt. Pour que nous puissions avoir des élections apaisées, libres, transparentes, chaque parti doit jouer sa partition, si je peux le dire ainsi. Et pour nous, acteurs politiques, des partis politiques de l'opposition, notre partition, c'est quoi? C'est de veiller à ce que le cadre institutionnel puisse garantir la liberté et la crédibilité des élections. Quand vous le dites de cette façon, oui. Est-ce que vous en connaissez d'autres partis dont ce n'est pas aussi le même souci? Non, je ne parle pas des autres. Ou est-ce qu'il y a des organisations qui ont intérêt qu'on organise mal les élections? Peut-être oui, mais je ne parle pas. Je parle d'abord de nous autres. Je parle de nous. Notre partition, c'est de veiller à ce que tout le long du mécanisme, les dispositions pour la transparence, l'équité et l'accès de tous les citoyens dans le processus soient garants de la paix, surtout la paix et la fiabilité des résultats qui sortiront des urnes. Et c'est dans ce sens que chaque fois que l'occasion nous est permise, nous revenons sur les problèmes que nous avons déjà évoqués plutôt et qui nous tiennent à cœur. Et c'est ce que nous avons fait avec la délégation de la CEDEAO. Et si vous voulez, ces problèmes sont résumés en 5 points majeurs pour l'opposition aujourd'hui. Premièrement, nous avons demandé, et le peuple béninois entier est informé, avec vous d'ailleurs désormais, que nous voulons un dialogue politique national. Ça, c'est le premier point que nous avons évoqué et souligné avec la délégation de la CEDEAO. Nous voulons ce dialogue-là. Et ce dialogue, c'est motivé par quoi? Pas tous les problèmes. On ne peut problèmes. pas se lever du jour au lendemain, organiser un dialogue. Est-ce qu'il y a crise? Quelle est la situation qui vous permet de faire une telle proposition? Je vais y revenir. Permettez-moi de citer les 5 points. Dialogue national. Le dialogue national. Alors, deuxièmement, nous avons parlé également de la relecture du code. De ce code qui va régir les élections générales de 2026. Et je vais revenir sur les problèmes que ce code nous pose. Troisième préoccupation, l'extraction de la liste électorale. Qui pour nous, les élections générales de 2026, on veut que cette extraction se fasse conformément au protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Alors, quatrième point énuméré, la libre participation de toutes les forces politiques aux élections générales de 2026. Et enfin, la transparence dans l'organisation, le déroulement des élections et la proclamation des résultats conformément toujours au protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. C'est les 5 points principaux que nous avons soulevés à la délégation de la CEDEAO, où l'opposition tient à ce que le gouvernement puisse nous entendre et
pour que ces élections se passent dans la paix et la concorde nationale. D'accord, sur la question du dialogue. Maintenant, pour revenir à votre préoccupation sur la question du dialogue, il y a beaucoup de préoccupations qui sont soulevées par l'opposition depuis l'organisation des dernières élections. Vous n'êtes pas, si les élections se sont soldées par des difficultés qui ont amené à avoir certains de nos compatriotes en prison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est s'agissant des élections. Mais de façon plus générale, le pays aujourd'hui connaît une crise latente où les concitoyens ont beaucoup de préoccupations qui touchent à notre quotidien. Nous voulons nous asseoir pour en parler avec nos dirigeants. Pour ça. Également, les questions, par exemple, de sécurité. Je profite pour évoquer, c'est le cas de ces 4 de nos forces de défense et de sécurité qui ont perdu la vie cette semaine. 2 attaques terroristes dans le pays, à nouveau en une semaine, qui ont arraché la vie à 4 de nos concitoyens. Je profite pour m'incliner devant leur mémoire et saluer, exprimer toute ma compassion et celle de mon parti aux familles qui viennent d'être touchées et à tout le peuple béninois. Ça, ces questions méritent qu'on puisse parler, même si on est de l'opposition, qu'on puisse en parler. Mais est-ce que c'est seulement la faveur d'un dialogue national qu'il faut aborder la question du terrorisme? Non, c'est entre autres. C'est entre autres. Je voulais énumérer beaucoup de problèmes que nous traversons et qui méritent qu'on s'asseye. Des compatriotes qui ont été en prison, lorsque nous prenons, je ne sais pas, 12 millions ou 11 millions de Béninois, 13 millions, 13 millions de Béninois, ceux qui ont organisé, orchestré les violences après les élections, lorsque vous les comparez à la marge de la population qui s'est pliée, disons, au verdict des institutions en charge d'organisation des élections, on voit que le nombre est trop peu. Et mieux, c'est que ceux-là, on dirait que c'était des gens qui étaient manipulés par les forces de l'opposition. On les a jetés dans la rue et après on s'est retiré. Et, la justice a fait son travail. Monsieur Aounou, c'est Sisyphe de faire la simplification de cette façon. Est-ce qu'on est obligé de faire du vandalisme pour réclamer un droit? Quels que soient les motifs, selon vous, qui ont amené les gens à se retrouver en prison, à des personnalités politiques qui ont exprimé le besoin de participer à une élection, quels que soient les motifs que vous avez cités, les vôtres, quels que soient les motifs, je pense que pour la concorde nationale, pour la paix et pour tout ce qui se passe dans notre sous-région et que nous voyons aujourd'hui et dans le monde d'ailleurs, il est nécessaire de s'asseoir, de se parler, de trouver des compromis qui ramènent la paix, le vivre ensemble, qui garantissent le vivre ensemble et qui créent les conditions favorables à la participation de tous les citoyens à un développement. Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'utiliser la violence pour réclamer un droit, pour contester? On peut contester autrement. Bon, je vois bien que vous mettez dans la posture de défendre le gouvernement qui a justifié. Je pose des questions. Je pose des questions parce qu'il y a des droits, il y a des voies de recours, il y a les moyens légaux que la République nous offre pour réclamer. J'essaye d'éviter d'aller sur les cas spécifiques pour vous montrer que les raisons que vous évoquez, qu'on a entendues par ailleurs à maintes occasions de la part de nos autorités, ne sont pas le cas de la plupart de ceux dont nous parlons. Si des jeunes ont été manipulés, si vous estimez que des jeunes ont été manipulés, pourquoi la nécessité de manipuler des gens pour défendre leurs droits, pour exprimer du moins leurs droits de vote ou des élections libres ou leur participation libre à une élection. Non. Lorsque dans ces manifestations, les jeunes en viennent à s'en prendre à des médias, à des radios qui sont implantés dans des localités qui n'ont rien à voir avec les élections, qui n'ont rien peut-être à voir avec les différends qu'ils nourrissent entre eux, acteurs politiques, comment est-ce qu'on peut qualifier cela? Lorsque j'évite d'aller dans les détails, mais lorsque le terreau, la situation est créée pour qu'il y ait violence, là, je crois que tout s'engouffre dedans. S'il y a eu des actes de vandalisme par des individus à certains endroits, c'est autre chose. Mais ce que nous, au niveau des partis de l'opposition, ce que nous défendons, c'est des cas de citoyens
libres qui ont voulu exprimer librement leur droit de vote, et parce que soit se sentant exclus par leur formation politique exclue, ou sentant des résultats, être empêchés d'avoir accès aux résultats, ou voyant une manipulation se faire exprimer, et bon, voilà, ces gens-là qui se sont retrouvés dans les liens de la justice. Je pense que c'est encore de façon, par des mécanismes politiques, que nous pouvons régler cette situation. C'est pour ça que nous continuons de quémander, même si je peux le dire ainsi, l'organisation et la tenue de ce dialogue politique. Et, voyez-vous, ce n'est pas, la préoccupation est si forte que, voyez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement les acteurs politiques qui en parlent. Vous avez vu, après le vote du dernier code électoral en avril, vous avez vu les organisations de la société civile s'exprimer, vous avez vu le clergé s'exprimer, vous avez vu également le cas de concertation des organisations religieuses aussi. Bref, ce que je veux dire, la paix, la quiétude et le vivre ensemble sont toutes choses nécessaires pour créer les conditions d'un développement harmonieux du pays. Et si, pour quelque raison que ce soit, des gens, une frange de la population, même si vous estimez qu'ils sont une petite frange sur les 13 millions que nous sommes, qui se retrouvent dans les liens de la détention de façon, dans un cadre politique, c'est encore dans un cadre politique que ceci peut se régler. Et c'est pour ça, entre autres, que nous demandons ce dialogue national. Ça nous mais par ailleurs, les responsables sous le lead de Boni Yahi, les responsables du parti Les Démocrates, ont été reçus entre l'organisation des élections et aujourd'hui par le président de la République, où ces problèmes-là ont été posés au premier des Béninois. Ça a été discuté et le chef de l'État a donné son avis sur chacune de ces préoccupations. Oui, monsieur Aounou, j'insiste. Ne vous faites pas avocat de la position du gouvernement. Je ne fais pas avocat. Il faudrait ne vous faites pas avocat de la position du gouvernement. Je rappelle simplement les faits. Aidez-nous à dire au gouvernement. Oui, est-ce que vous êtes d'accord que le chef de l'État a rencontré les membres du parti Les Démocrates? Ils ont discuté pendant longtemps et ces préoccupations-là ont été posées. Moi, je me fais... Merci, c'est vrai. C'est un fait. Oui, c'est exact. C'est un fait. Mais moi, mon parti, le Mouvement populaire de libération, a demandé à rencontrer le chef de l'État et nous n'avons pas pu le rencontrer encore. Nous avons d'autres préoccupations en dehors en plus de celles exprimées par la délégation du parti LD à la rencontre avec le chef de l'État. Nous avons des préoccupations touchant la situation de la jeunesse. Vous savez très bien que dans tout ce que nous disons aujourd'hui, les jeunes le peuple, la population du Bénin est majoritairement constituée de jeunes. 3/4 de cette population ont en dessous moins de 25 ans. Et les problèmes qui touchent à cette jeunesse-là vont même au-delà de ce que nous sommes en train d'évoquer ici. Ça aussi, ça fait partie des choses que nous souhaitons discuter dans un dialogue national. Espérance Tébé, comprenez notre démarche. Nous voulons justement voir les motivations qui concourent à cette proposition de dialogue national que vous défendez justement sur ce plateau. Je comprends. Vous avez évoqué des questions de sécurité. Vous savez, c'est un phénomène qui touche plusieurs pays, le Nigeria, le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Il n'y a pas eu de dialogue dans ces pays-là sur cette question. Non. C'est juste un exemple pour vous dire qu'il y a beaucoup de préoccupations qui nécessite qu'on s'asseye et qu'on parle de notre pays, le Bénin, ensemble. Absolument. Même des préoccupations qui touchent aussi la vie des journalistes. Merci de votre inquiétude. Alors, vous avez des préoccupations. Il y a 5 recommandations. Vous avez cité 5 recommandations. Oui. L'extraction de la liste électorale. Voilà. Vous en faites aussi une préoccupation. C'est une préoccupation majeure pour avoir des élections transparentes, libres et avoir la garantie que toutes les parties acceptent les résultats. Il faut ça part déjà de la liste électorale. L'extraction vous savez, aujourd'hui, avec les réformes successives, c'est l'ANIP qui est chargée d'extraire du registre d'état civil la liste électorale. Et à ce niveau-là, les partis politiques n'ont aucune manœuvre, n'ont rien à faire que de constater après cette liste. Ce que nous demandons, conformément au protocole additionnel de la CEDEAO, qui stipule que la liste électorale doit être extraite avec les partis politiques en leur présence, nous souhaitons que les partis soient
associés à cette opération. Oui, ça n'est pas difficile. Est-ce qu'il n'est pas temps de confier ce travail à des techniciens, des gens qui n'ont rien à voir avec la politique? Nous ne sommes pas contre que les techniciens fassent leur travail, mais nous demandons à voir comment ce travail sera fait. En amont, pendant et après, c'est tout. Ce n'est pas aussi difficile. Tout à l'heure la rencontre que les membres du parti Les Démocrates ont eu avec le chef de l'État, où la question avait été posée. Il a été proposé au parti d'aller chercher l'expertise pour auditer le fichier. Oui. Voilà, pour, vous en êtes où? Là, il s'agit de l'audit de la liste électorale. Là, c'est un élément qui peut rassurer aussi, non? Oui, et nous sommes en train de nous préparer pour effectivement auditer. Mais avant la liste électorale, nous parlons de l'extraction de cette liste-là. Ne pensez-vous pas que la liste électorale, dans une élection, reste quelque chose de si sensible que, pour que toutes les parties prenantes soient rassurées, pour que de l'équité, de l'égalité au niveau de l'élection même déjà, qu'il faut que tout le monde voit comment cela se passe. Comment est-ce que les organes chargés de sortir cette liste électorale-là se retrouvent être au niveau du gouvernement. Vous ne voyez pas que ça, nous n'avons rien contre, nous ne doutons pas de la sincérité même du travail. Alors le débat est clos. Non. Qu'est-ce que vous redoutez? Non. Qu'est-ce qui vous fait si peur? Non, ce n'est pas de la peur, mais c'est pour garantir à tous les citoyens, à notre pays, la paix. Qu'il faut que les partis politiques, et d'ailleurs, vous voyez les conditions dans lesquelles se sont déroulées les élections successives passées, les problèmes qui entourent. Monsieur Tébé. Pour que tout le monde soit rassuré et apaisé, nous voulons voir comment ce travail sera fait au niveau de l'année. Monsieur Tébé, vous êtes d'accord que même par le passé, quand on a constitué autour des listes électorales les représentants de différentes formations politiques, ne nous a pas épargné de ces doutes, de ces craintes? Donc, vous êtes sûr que ça va régler le problème? Mais ce n'est pas pour faire mieux qu'il faut écarter maintenant tout le monde. Il faut que la partie... Et ça, au niveau, la CEDEAO, même le protocole additionnel de la CEDEAO, et le ASP 1-1201, en son article 5, dit il faut que les partis politiques soient associés à cette opération. Et ça, c'est ce que nous demandons. Nous avons demandé à la CEDEAO. Ce qui préoccupe, c'est que depuis des années, depuis plusieurs régimes, cette préoccupation-là constitue des points d'achoppement à chaque fois que nous organisons des élections, à chaque fois que nous nous préparons à aller à des consultations électorales. Comment ça se passe pour que nous soyons toujours là à traîner sur ces genres de préoccupations? Ben, écoutez, ça veut dire qu'il y a toujours la volonté manifeste d'une partie de manipuler ou de conduire, d'orienter. Depuis tout ce temps. C'est ce que ça veut dire, d'orienter les résultats dans un sens. Sinon, moi, je ne vois pas ce qui est difficile à permettre à tout le monde de voir ce qui se passe et comment ça va se passer. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Et je pense que le gouvernement donnera satisfaction à ces préoccupations-là. Je ne pense pas qu'il puisse nous empêcher de voir comment cette liste électorale sera extraite. Et également, d'ailleurs, comme son chef l'a déjà dit, qu'il n'est pas contre qu'on vienne auditer cette liste une fois faite aussi. Mais je pense qu'ils ne seront pas contre qu'on puisse voir comment elle sera extraite. Et ils donneront suite favorable à cela. Québec, des députés de l'opposition ont participé d'une manière ou d'une autre à la relecture de ce code électoral-là. Aujourd'hui, le code est sorti, mais on demande de tout remettre en cause et de tout reprendre, de relire encore ce code-là. Finalement, que propose l'opposition pour qu'on puisse avancer? Parce que c'est le plus important. Écoutez, regardez ce nouveau code électoral. L'article 132 nouveau, qui parle du parrainage. 15% des élus et députés ou maires. Vous savez aujourd'hui que seulement 3 partis sont représentés à l'Assemblée nationale. Sur au moins la douzaine, sur 13 partis qui existent et qui évoluent sur l'échiquier politique national. Si aujourd'hui on dit qu'il faut 15% pour le parrainage pour la présidentielle, vous convenez avec moi là que les candidats à la présidentielle sont déjà limités au niveau de ces 3 partis. Pensez-vous que ça, c'est une mesure qui est dure? C'est bien cela. Théoriquement, c'est ça. Par ailleurs, plus grave, l'article 146 nouveau, qui parle
de seuil pour qu'une liste soit éligible à lever des sièges pour les législatives, qu'elle puisse avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Alors qu'au dernier code, le seuil était à 10% au niveau national. Et c'est seulement 3 partis qui ont pu respecter et qui ont pu avoir accès à ce partage de sièges. Maintenant, on met 20% chaque circonscription électorale. Qu'est-ce que cela vous est? Cette question était débattue à l'Assemblée nationale avec des arguments. Soit. Alors, dites-moi. Si les débats que vous évoquez là ont amené à retenir cette disposition et n'aurait pas échappé aussi à votre mémoire que l'opposition n'a pas été suivie dans ces propositions, parce que avant le vote de ce code électoral, l'opposition s'est réunie, vous souvenez très bien, à Golden Tulip, et nous sommes entendus sur un certain nombre de choses, de propositions qu'on voulait faire valoir par le biais de nos représentants à l'Assemblée, en l'occurrence les démocrates. Et aucune de ces propositions n'a pu passer. Et si après ce vote, avec les conditions que je viens d'énumérer, qui visiblement, surtout au niveau du parrainage, qui limite, qui exclut déjà une bonne partie du peuple, de la composante du peuple béninois à cette élection-là, à la prochaine présidentielle. Si en plus de ça, on met pour les prochaines législatives le seuil d'éligibilité des listes à 20% dans chaque circonscription électorale, vous convenez avec moi que avec ces éléments que je viens de citer, on risque de retomber facilement dans un parlement monocolore. Si on était à 10%, oui. Et aujourd'hui on porte le taux à 20. Oui. Alors, est-ce qu'on ne demande pas aux partis politiques de travailler plus, de s'engager davantage, d'avoir plus d'ancrage au plan national? Pourquoi 20? Pourquoi pas 30? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 10? Pourquoi peut-être pas 15? que c'est un pas. Les années à venir, on peut peut-être, je ne sais pas. Pour garantir la libre participation, et ça fait partie de nos revendications, permettre la libre participation de toutes les forces politiques aux élections. Nous sommes d'accord qu'on ne souhaite pas retomber dans l'émiettement ou la floraison de partis politiques sectaires ou familiaux, comme nous en avons connu par le passé, mais aller jusqu'à aujourd'hui, nous sommes retrouvés déjà à 13 partis politiques. Pourquoi ne pas laisser au moins ces partis qui sont là et vous expérimenter cela pendant un moment avant encore de chercher à créer d'autres conditions qui vont conduire à des situations d'expérimenter aussi les 20%. Bref, alors si c'est pour franchir la barre des 20%, le code aussi vous offre la possibilité au niveau de l'opposition de vous mettre ensemble pour maximiser vos chances d'être un grand parti politique sur l'ensemble du territoire national. Ce code porte en lui des gemmes de crise que nous voulons prévenir à notre pays. Vous le dites parce que c'est ce que vous souhaitez pour justifier votre position? Non, nous le disons parce que, par expérience, parce que nous avons expérimenté les 10%, nous avons vu ce que ça a donné, et donc aller à 20%, nous craignons de tomber dans des situations Avez-vous peur de travailler, de ne pas suffisamment convaincre, si tant que vous dites qu'aujourd'hui, la majeure partie de la population est acquise à la cause, c'est des discours que nous entendons. Après, ne venez pas dire que je prends en fait et cause pour le régime. Alors, c'est des discours que nous entendons de la bouche des opposants. Tout le peuple est avec nous, nous sommes avec le peuple, nous sommes dans le peuple. Pourquoi avez-vous peur finalement? Ce n'est pas de la peur, pas du tout. Nous n'exprimons pas la peur, mais nous prévenons, comme je vous l'ai dit, nous exprimons des inquiétudes de nos concitoyens et des inquiétudes partagées par nos formations politiques. Nous voulons une inclusivité totale de toutes les forces politiques du pays autour des élections. Qu'on prenne le code d'aujourd'hui, qu'on arrache toutes les pages et qu'on se rassure pour dire, écoutez, on veut reprendre tout, c'est ça. Vous ne pensez pas que vous manquez un peu de concession dans votre démarche? Non, pas du tout. Nous n'avons pas demandé de refondre tout, de rebattre les cartes et de revenir à zéro. Nous avons demandé mais ce dont vous parlez, ce sont les modifications majeures qui ont été introduites dans le code. Si on enlève tout ça, ça veut dire que nous retournons carrément, il vaut mieux déposer le code tel qu'il était et on continue avec, c'est ça. Ben, écoutez, si le code, il y a eu un code électoral qui a été utilisé et qui a permis au président
talons de participer en 2016 aux élections, de gagner et de venir. Alors, il n'y a pas eu si tant mal que ça pour le pays. Et si on a fait des modifications qui ont conduit à des situations de crise, à des situations conflictuelles autour des élections, je pense qu'il n'est pas utile de continuer par pousser le curseur. Et si on pousse le curseur seul, dans un seul camp, vous savez que ces propositions qui sont passées sont l'émanation de la mouvance présidentielle. Mais c'est des députés le Parlement. de la mouvance. On dira que c'est le Parlement qui a voté, c'est oui, un travail collégial. Soit. Mais je vous dis que c'est les propositions issues d'un camp qui sont passées. Oui, le Parlement a voté, oui, d'accord. Nous, aujourd'hui, les formations politiques de l'opposition, les organisations de la société civile en charge des questions électorales, le clergé, et tous ceux-là réunis ne sont pas si quand même naïfs, ne sont pas en dehors du Bénin pour qu'on dise que les préoccupations et les craintes qu'ils expriment ne sont pas fondées, pour que le gouvernement puisse nous écouter, qu'on s'asseye et qu'on discute autour. Monsieur Aoulou, nous n'avons pas demandé de laisser tomber tout et de retomber à la case départ. Mais nous voulons s'asseoir et discuter et trouver un juste milieu qui permette la participation de toutes les forces politiques aux élections. Et si les autres acteurs politiques qui partagent l'arène avec vous ne sont pas dans cette dynamique-là, alors vous jetez disons, vous restez tranquille, vous ne faites rien, vous ne participez pas aux élections des forces de l'opposition? Non, rassurez-vous, comme vous venez de le dire, nous allons nous mettre du côté du peuple, faire en sorte que la volonté du peuple puisse se traduire dans les urnes en 2026. Nous n'allons pas... rassurez-vous qu'il n'y aura pas la politique. Vous avez une facilité à citer le peuple dans vos propos. Je m'interroge si ce que vos amis de la mouvance aussi diront dans leur discours politique, c'est aussi orienté à l'endroit du peuple. Mais monsieur Espérant Tébé, est-ce que vous comprenez dans l'absolu, autour de ce code, cette ambition d'avoir de grandes formations politiques capables justement d'aller chercher des sièges à Ndali, à Perere, dans l'Ouémé, dans le plateau, un peu partout, des formations politiques qui ont des racines dans chaque coin et recoin de notre pays? Nous n'avons aucune intention de dire non à cette volonté. Mais cette façon de procéder, nous l'avons expérimenté en 2019, 2020, 2023, et sauf si en temps... Et les démocrates ont tiré la peine du jeu. Bon, à quel prix? C'est un exemple. Oui, à quel prix? Non, mais ils sont représentés à quel prix? À quel prix? Qui sait, peut-être en 2026, ce sera aussi le parti MPL. Non, ce que nous disons, ce n'est pas... Aujourd'hui, nos revendications ne sont pas tant pour chaque parti, non. C'est le peuple entier. C'est le Bénin que nous regardons. La paix que nous avons préservée dans notre pays jusqu'à aujourd'hui, il est important que nous continuions pas à travailler pour la préserver. Parce que, imaginez-vous, si je suis venu dans vos studios ce matin, en toute quiétude, si je roule, je sors, comme vous, en toute quiétude, c'est parce que nos aînés ont travaillé à garder une certaine stabilité, une certaine paix. C'est important pour nous. Si, en plus de la misère de la population continue que nos concitoyens subissent, si on en vient à rompre cette chaîne de paix que les aînés ont conçue jusqu'à ce jour... Vous ressentez cette misère aussi? Monsieur, vous dans un bel costume, vous avez des doutes à cela? Non, une hirondelle ne fait pas le printemps. On va évoluer dans notre discussion. Cette fois-ci, nous allons aborder ce dossier, cette affaire Ronvi qui défraie la chronique. Vous en avez discuté certainement au niveau de votre chapelle politique, au niveau des formations politiques de l'opposition. Affaire Ronvi, qu'en dit l'opposition? Avant d'ouvrir cette parenthèse, quand vous avez échangé avec la délégation de la CEDEAO, qu'attendez-vous de la CEDEAO sur les 5 points que vous lui avez cités? Qu'il puisse faire entendre raison à toutes les parties pour que nous puissions être écoutés. C'est ce que nous attendons. Et nous avons demandé que la CEDEAO puisse au moins une fois travailler en amont pour jouer pleinement leur rôle de travail en amont pour prévenir une crise. Vous voulez faire la CEDEAO une institution partisane? Non, pas du tout. Nous n'avons pas cette intention, mais nous ne voulons pas que des situations comme nous en connaissons aujourd'hui dans une partie de notre sous-région, des situations comme l'AES,
que cette situation vienne chez nous. Nous ne voulons pas que la crédibilité de cette institution communautaire puisse vraiment continuer de prendre un coup dans notre pays. Parce que vous savez, aujourd'hui, ce qui se passe ailleurs, cette institution, nos concitoyens ont tellement perdu confiance en cette organisation que... Bon, et vous aussi? Bon, nous pas encore, c'est pour ça que nous les mettons à épreuve. Nous voulons qu'ils puissent nous aider à nous entendre autour de l'essentiel pour que les choses se passent sans anicroche. C'est ce que nous souhaitons. Et je pense qu'ils réussiront à le faire. Mais si elle estime que vos observations ne sont pas si pertinentes que ça, parce que, après vous, ils ont écouté aussi vos amis de la mouvance, qui ne vont pas poser les mêmes problèmes. J'avoue que... Bon, je ne vais pas trahir un secret en disant que, en réponse à nos préoccupations, vous avez senti... En réponse à nos préoccupations, cette délégation a dit quelque chose de fondamental qui a travaillé nous tous et à laquelle nous avons pris bonne note et nous... Vous les attendez au carrefour? Non, pas ça. Ils n'ont pas manqué de nous rappeler que les problèmes internes nos pays, ils ne sont pas pour prendre parti dans nos problèmes. C'est ça. Et que les problèmes qui concernent comment je vais dire, l'institution, nos pays, ils sont limités à entrer dedans, ils ne peuvent pas prendre parti, ils ne peuvent pas faire venir, de l'ingérence. Ils ne peuvent pas faire de l'ingérence exactement, et que il nous revient, nous, de discuter, de créer les conditions pour que un dialogue puisse s'établir, de continuer par ils jouent beaucoup plus le rôle d'observateur et au besoin des interventions ponctuelles. De prévention, voilà, de prévention des conflits et autres, voilà. Donc ça nous relance et nous ramène à continuer à échanger avec nos institutions, notre gouvernement. C'est ce que nous essayons de faire. Nous continuons de parler avec eux. À fait, Ronvi, nous avons observé une forme d'indifférence de votre parti parce que nous avons vu les démocrates, justement, avec beaucoup d'activisme sur le sujet. Ça ne vous intéresse pas? Non, d'abord, je vais replacer les choses dans leur contexte. Ce n'est pas très exact, monsieur Guédénon. Nous avons d'abord, par un principe qui nous est cher, nous, au Mouvement populaire de libération, c'est de nous prononcer sur des faits établis, vérifiés. Nous n'aimons pas surfer sur l'émotion, sur... je ne vais pas dire le m'as-tu vu, mais il faut pas saisir des occasions pour faire du sensationnel. Non. Donc, effectivement, nous n'avons pas réagi dès les premières... Vos amis en ont fait déjà, vous remarquez? Bon, de la récupération politique, c'est une affaire qui est pendante devant la justice. Certains aiment bien cela. Donc vous avez constaté cela? Certains aiment cela. Vous êtes sur zone franche, dites-nous si vous avez constaté. En toute franchise, Espérance TV, vous avez évoqué que tout à l'heure, au niveau du MP, c'est un principe pour vous de vous prononcer sur des dossiers établis et vérifiés. Vous voulez dire que ce n'est pas le cas de vos amis les démocrates? Non, pas du tout, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux expliquer pourquoi vous n'avez pas vu un empressement de notre parti à parler de ça. Mais néanmoins, nous avons sorti à travers un communiqué 033, nous avons dit notre position par rapport à cette affaire. 2. Lorsqu'il nous a apparu nécessaire de nous prononcer, nous nous sommes mis aux côtés des autres forces de l'opposition, dont les démocrates, pour animer cette conférence de presse qui a donné un son de cloche de l'opposition par rapport à cette affaire. Néanmoins, il apparaît nécessaire aujourd'hui avec vous de clarifier un certain nombre de choses. Lorsque nous avons été saisis de cette affaire, premièrement, avant même la conférence de presse, nous avons clairement mentionné à nos collègues que nous ne connaissons pas un certain Rouvi. Mais nous connaissons M. Steve Amoussou, donc qui est un Béninois que nous ne connaissons pas, mais par principe un Béninois qui aurait été interpellé dans des conditions pas claires en dehors du territoire national. Donc pour nous, il est tout à fait normal que nous nous associons pour demander que, ces droits soient préservés
et que la justice se fasse de façon vraiment équitable pour lui. Ça, d'accord. Donc, l'amalgame qui a été fait par la suite en reliant M. Steve Amoussou à Onvi, nous n'avons pas souscrit à cela. Et ceux qui, par maladresse, se sont laissés aller à cet excès, nous regrettons qu'il en soit ainsi, parce que quelques jours plus tard, vous avez observé avec moi que il y a eu un retournement de situation où Steve Amoussou n'a pas manqué de dire qu'il ne sait pas pourquoi on parle de Onvi. Bref, c'est l'empressement à vouloir faire du sensationnel, l'empressement à ne pas se rassurer des situations avant de s'y prononcer, à amener certains de nos compatriotes à glisser dans cette erreur. Nous, et personnellement, moi, je ne connais pas le frère Onvi, je n'ai jamais eu un contact avec lui. Vous n'avez jamais écouté ses chroniques? Non, j'écoute très bien ses chroniques. Alors. Vous les appréciez alors? Non, je n'ai pas... Il y a certaines choses que je n'apprécie pas. Il défend l'opposition, il défend la cause de l'opposition. Oui, mais il y a certaines choses, il faut être honnête. Il y a certaines choses que je n'ai pas appréciées souvent dans les chroniques de cet avatar. Quoi par exemple? Non, vous savez, ne me faites pas dire ce que je ne dois pas dire. C'est une affaire pendante aujourd'hui devant la justice. Mais le fait est que les chroniques sont écoutées par tout le monde. Oui, c'est à ce titre que je les écoute. Vous savez, il y a des accusations graves que cela comporte. Il y a beaucoup de récriminations. Et là, je pense que cette violence ou cette sidération qu'on a observée dans les dénonciations dans ces chroniques font que nous, au niveau du MPN, nous pensons qu'on peut dénoncer, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec les gens, avec la courtoisie requise. C'est la tradition d'ailleurs dans notre pays, le Bénin, de nous opposer en toute, comment je vais dire, avec quand même en toute élégance et sans acrimonie. Bon, maintenant, quant aux dénonciations, quant aux, comment je vais dire, ces excès, si je peux le dire, qu'on a observé dans les chroniques de cet avatar activiste-là, je pense qu'il aurait pu faire autrement. Mais, dans ce le jour où la justice béninoise retrouvera le frère Onvi, peut-être, on en saura un peu plus. Mais pour l'heure, il s'agit de Steve Amoussou que nous avons vous en tenez à cela. On s'en tient à cela. Oui. Alors, dans ce dossier, il y a eu des condamnations récemment, justement, sur les éléments qui se sont rendus à Lomé pour arrêter M. Steve Amoussou. Pensez-vous que la justice a fait son travail sur ce pan de cette affaire? Oui, la justice a essayé de faire son travail là, sauf que les condamnations prononcées, à notre avis, me paraissent un peu en déphasage de ce à quoi on est habitué à entendre de la criette. Vous avez d'autres éléments constituant le dossier, c'est pourquoi vous pour que la peine soit plus lourde. Oui. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non, je dis simplement, je me répète pour qu'il n'y ait pas de confusion, que les condamnations que nous avons entendues me semblent être plus souples que ceux que nous avons l'habitude d'entendre de la criette quand il s'agit des faits de terrorisme parce qu'un enlèvement, non, comment je vais dire... Mais à l'entame, vous avez dit interpellation. Maintenant, vous revenez, vous avez parlé d'enlèvement. Non, j'ai dit... On s'en tient à quoi? Non, ils ont été condamnés pour arrestation illégale. Voilà, arrestation illégale. Au départ, nous avons entendu l'interpellation d'un citoyen qui s'appellerait Steve Amoussou. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que nous avons entendu. Après, avec les nouveaux éléments, maintenant, quand tout est apparu de Lomé, de ceci, maintenant, on a conclu maintenant à quoi? À une, comment vous l'appelez maintenant? Arrestation illégale. Une arrestation illégale qui voit un enlèvement des individus. Je ne peux pas, quel que soit le différent. Donc vous estimez que la justice a été un peu clémente? Oui. C'est mon avis. Vous aurez souhaité que les peines soient plus lourdes alors? Non, ce n'est pas mon souhait. Je constate. Et alors, pour la suite du dossier Onvi, qu'est-ce que vous aurez souhaité? Lorsque le Bénin retrouvera, les autorités béninoises essaieront de trouver M. Onvi,
bon, là maintenant, je me prononcerai là-dessus. Mais pour l'heure, je pense que on va finir avec le dernier chapitre de cette émission. On va parler éducation. Il est souvent reproché aux formations politiques une certaine paresse à afficher leur position, leur opinion sur ce qu'ils pensent de notre éducation et l'assumer entièrement. Vous, au MPL, quel est le travail que vous faites? Quelle éducation vous rêvez pour nos concitoyens? Ce n'est pas le cas au Mouvement populaire de libération. Nous avons toujours exprimé notre opinion en face de ce système éducatif qui est le nôtre. Nous ne sommes pas d'accord que l'État ce secteur régalien, qui a le devoir d'éduquer ses citoyens, puisse permettre que chaque année, 40 000 de diplômés sortent de nos universités et centres de formation et qui ne servent à rien, pratiquement, qui vont s'asseoir à la maison. Que les parents, dans les difficultés, dans un Bénin aussi dur que nous vivons aujourd'hui, investissent des années durant dans l'éducation de leurs enfants et qu'à la fin, ça ne sert à rien. Alors qu'au même moment, chacun de nous, dans nos maisons, dans notre vie quotidienne, nous avons des besoins qui ne sont pas satisfaits. Vous qui êtes là, même votre motocyclette, je sais comment on appelle les motos que nous avons aujourd'hui, il n'existe pas de mécanicien compétent pour les réparer. Encore moins nos voitures. Là, aujourd'hui, avoir une voiture n'est pas le véritable problème, mais c'est comment l'entretenir. Aucun garage aucun mécanicien est bien formé pour intervenir sur ces choses-là. Vous êtes informé que le gouvernement travaille à renverser la tendance. C'est pour ça que, exactement, nous sommes informés depuis maintenant 8 ans que nous avons la promesse de 30 lycées. Moi, je suis impatient de voir désormais des gens formés en des besoins par rapport à nos besoins quotidiens. Alors, même vous qui êtes ici, votre caméra tombe en panne maintenant, je suis sûr qu'il n'y a pas un technicien à portée de main pour intervenir là-dessus. Alors, quelles sont vos propositions concrètes, applicables aujourd'hui aux problèmes que vous posez? Bon, par exemple, je donne un exemple. Déjà, si pour lutter contre la cybercriminalité, on est allé mettre plus de 10 000 jeunes dans nos prisons, dans des conditions carcérales difficiles et qui reviennent cher à l'État. Moi, je pense qu'on peut amener ces jeunes-là dans un centre de formation et les convertir à autre chose de plus utile pour notre pays. Sérieusement? Mais bien sûr que c'est faisable. Moi, je ne suis pas d'accord pour... et vous faites quoi de l'infraction commise? Non. Parce qu'il y a les victimes, vous savez... C'est vrai. Nous ne demandons pas l'impunité. Ce que je veux dire, nous avons besoin de former les jeunes à travailler et à mettre le pays au travail. C'est de ça qu'on a besoin. Alors, comment vous expliquez le fait qu'il y ait des jeunes dont les parents disposent des moyens, qui veulent leur offrir l'opportunité de se faire former même dans les écoles les plus prestigieuses, mais qui tombent dans ces travers? Comment vous l'expliquez? Là, j'ai pas compris. Oui, quel travers? La cybercriminalité, les actes qu'on reproche aujourd'hui à la jeunesse béninoise, où ils ne veulent rien faire alors que les moyens pour les y aider existent chez les parents. Non, là, je ne vais pas également faire la politique d'autruche pour dire que certains parents également ont presque démissionné de leur rôle. Il faut que nous, parents, nous essayons de mieux suivre nos enfants. Donc ce n'est pas la faute aux dirigeants finalement. Ce n'est pas la seule faute. La faute n'est pas seulement à imputer aux dirigeants, même si ils ont pour une large part de responsabilité dedans, mais la faute à ce niveau-là précis est un peu partagée. Il faut que les parents regardent aussi, soient un peu plus regardants sur ces choses-là avec les enfants. Président, on voudrait bien faire le procès de notre système éducatif avec vous. Au niveau du MPL, est-ce qu'on a fait des diagnostics et quelle est l'offre de votre parti? Non, déjà, je dis, si ce que le gouvernement actuel propose, il y a des difficultés à mettre en œuvre, c'est déjà un problème. La formation, nous voulons une professionnalisation, nous sommes en train de le demander, de le dire depuis des lustres, je vais dire, et il faut qu'on puisse former les jeunes, ces lycées-là puissent voir le jour et qu'on forme les jeunes en fonction de besoins du marché. Ce que Eric veut dire, si vous, Expérience TB, vous êtes président aujourd'hui, votre parti est amené à diriger le Bénin, qu'est-ce que vous allez faire de façon urgente, à court, moyen et long terme, pour régler le problème de l'éducation? Premièrement, il faut que
je vais faire diminuer considérablement cette masse de jeunes qui va vers les formations littéraires et avoir une formation plus professionnalisée. Vous avez un problème avec les formations littéraires? Non, pas vraiment. Pas Oui, vraiment. ça, c'est la première pas vraiment, pas vraiment, parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Et j'aime bien vous écouter. D'ailleurs, vous le faites bien. De moi, hein. Mais non, mais je veux que chaque fois, dans nos quotidiens, Absolument. que les besoins que nous avons à réparer un smartphone, et Des ordinateurs. à réparer des ordinateurs, que ces besoins également soient pourvus. C'est ça, et il faut former, il faut amener les jeunes à ça. Parce que il est inconcevable que pour un pays de 13 millions de personnes, que le taux de chômage soit aussi élevé. C'est parce qu'on n'arrive pas à arrimer la formation et l'emploi, le marché de l'emploi. Et ça, il faut travailler réellement, sortir des théories et aller à la pratique. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que on ne peut pas laisser les jeunes. Aujourd'hui, ce que coûte la formation aux parents est tellement élevé que on ne donne pas la chance de façon égalitaire à tous les jeunes, tous les enfants d'avoir accès à l'éducation. Il faut que le gouvernement également puisse mettre en place deux autres propositions pour terminer, parce que nous sommes déjà au thème de... Donc il faut mettre en place un système pour accompagner les enfants, pas seulement les plus méritants, accompagner tout le monde à pouvoir avoir accès à l'éducation dont nous avons besoin. Et pour finir, je vais dire que on ne peut pas former également les gens, surtout ceux qui mettent tant de moyens eux-mêmes pour financer leur formation, et après les laisser à la maison sans un accompagnement. Qu'est-ce qu'on demande aux jeunes? Il faut également accompagner les jeunes qui sont formés, qui ont une formation et qui n'ont pas d'emploi. Il faut également les accompagner. Et en cela, comme d'autres pays un peu plus sérieux le font, également mettre même un petit accompagnement pour les aider progressivement et pour qu'ils ne soient pas des oubliés de la République. Espérance Tébé, vous êtes le président du mouvement populaire de libération. Vous êtes notre invité ce dimanche sur Zone Franche. Le débat en cours actuellement sur l'éducation, ce n'est pas un débat qu'on peut achever en 15 ou 10 minutes. Nous allons y revenir certainement. Mais pour conclure cette émission, vous direz quoi? Pour conclure, je vais d'abord demander une fois encore à notre gouvernement d'écouter les craintes de nos concitoyens, les craintes de notre classe politique, de l'opposition, pour donner enfin suite à ces petites, comment je vais dire, réclamations que nous faisons. S'asseoir autour, enfin, ensemble, pour parler de notre pays autour d'un dialogue. Ce code électoral que nous avons trouvé portant des gemmes d'une crise latente, qu'on puisse également permettre de donner suite à tout ce que toutes les couches sociales de notre pays ont exprimé par rapport à ça, qu'on puisse donner suite à relire ce code. Et enfin, je vais dire à tout le peuple béninois de garder espoir que demain, en dépit de l'obscurité, en dépit des difficultés d'un Bénin si dur aujourd'hui, que demain l'espoir est permis et que nous, acteurs politiques, nous essaierons de jouer notre partition pour que 2026 puisse se vivre dans la paix. 60 minutes pour débattre de l'actualité, de la rencontre entre la CEDEAO et les partis politiques, aux questions d'éducation, passant par l'affaire Ronvi et le code électoral. Nous avons passé en revue, nous avons fait le tour du babab, qu'on le dit habituellement. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur ce numéro de Zone Franche. Éric Guédénon et moi, nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci à toute l'équipe de réalisation. On se reprend dimanche prochain pour un nouveau numéro.